Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission du dimanche, l'émission Canal Foot. Au sommaire de ce 38e numéro, on parlera de l'équipe nationale, les Verts qui sont en stage depuis hier, depuis avant-hier, qui sont en stage à Sidi Moussa depuis le 1er, pour préparer les 2 matchs du mois de juin pour la qualification mondiale 2026 face à la Guinée, qui se jouera ce jeudi au stade Nelson Mandela de Berraki. Ensuite, le 10, les Verts rencontreront l'équipe de l'Ouganda au stade Nelson Mandela, mais cette fois-ci à Kampala. On reviendra bien sûr sur certaines déclarations du coach national concernant notamment le match de la Guinée. La Ligue 1. Le match en retard de l'US Ben Aknoun face à l'USM Alger, l'US Ben Aknoun qui a battu l'USM Alger et qui réduit l'écart avec le Mouloudia d'Oran au bas du classement. Et il a permis au Poulain de Djeri de revenir à 3 points du Mouloudia, donc ça devient encore chaud. On parlera aussi de la dernière journée, la 30e et dernière journée de Ligue 2. C'était déjà dégoupillé depuis quelques semaines pour le Centre-Est où l'Olympique d'Akbo a accédé. Maintenant, c'est Mostaganem qui a accédé à l'avant-dernière journée, mais on connaît les 3 relégués des 2 groupes. Enfin, on parlera de la fête à Djidjel après l'accession de la GSD, le dernier match que la GSD a livré face à Berika au stade Rubah Houssine. Tous ces sujets vous seront développés par l'équipe Canal Foot qui est au complet ce soir, avec à ma gauche, bien sûr, notre consultant à la télévision algérienne, Mziane Iril. Mziane, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à tous et toutes mes amitiés à ceux qui nous suivent sur Canal Foot. Voilà, et celui qui revient, c'est l'Ange Blanc qui était absent la semaine passée, qui est revenu. Abdelnour, bonsoir. J'étais suspendu, j'ai eu un carton rouge. Voilà, c'était un cumul de cartons. Non, bonsoir nos amis téléspectateurs, bonsoir Mziane, bonsoir Fatah et bonsoir je vous laisse le soin de le représenter. Voilà, vous pouvez le faire. Gilali Touzi, notre consultant à la télévision algérienne. Bonsoir Fatah, bonsoir Choukhatawana et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, merci à tous d'être là. On y va pour la première rubrique, les 3 points de Kawa. Alors, qu'est-ce que Abdelnour nous a concocté cette semaine? Moi, je vais commencer d'abord par une triste nouvelle, puisque hier est décédé le petit-fils, c'est Ali Aouf, qui était le petit-fils du créateur du Mouloudia. Il a été enterré aujourd'hui à Sinti al-Qatar. Donc c'est un peu la famille du Mouloudia est endeuillée, d'autant plus que c'est le petit-fils il faisait partie également de plusieurs conseils d'administration du Mouloudia. Il nous a quittés, donc je présente mes condoléances à toute la famille Aouf, à tous ses proches et pratiquement à tout l'ensemble des supporters du Mouloudia. Voilà, et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le deuxième point de Nord. Le deuxième point, bon, il y en a eu beaucoup, hein, mais enfin, ce qui m'a retenu, c'est un peu le retour des joueurs au niveau de certains clubs. À l'image de la JSK, on retrouve Medden, Douden vient d'être nommé comme manager général. À l'USMA, comme coordinateur, c'est Koudry. Mis à part le fait qu'il y ait déjà des entraîneurs qui sont en D1 et en D2. La preuve, Karouf vient d'accéder avec Akbou. On retrouve donc, on sent qu'il y a quand même une certaine... disons que certains joueurs maintenant sont pratiquement reconnus pour essayer d'aider les clubs. Donc, et puis en troisième point, je mettrai un peu l'accent sur la saison de l'USMA. Nous sommes à 3 matchs de la fin du championnat. On peut déjà faire un bilan. On peut dire que l'USMA a pratiquement raté sa saison. Elle qui l'année passée avait remporté le sacre africain de la Coupe Dakar. On s'est dit que c'était une équipe qui était bien partie. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cassures. On a vu des démissions du président, remplacé par notre président, le manager général qui démissionne. Donc il y a eu des turbulences qui n'ont pas permis à l'USMA. Et on s'attendait à ce que l'USMA, d'abord en Coupe d'Afrique, ils ont été éliminés en demi-finale, en Coupe d'Algérie également. Et en championnat, on s'est dit, bon, avec tous les matchs retard qu'ils avaient cumulés, ils auraient pu peut-être damer le pion au Mouloudia. On pensait même qu'ils pouvaient titiller le Mouloudia carrément. Et finalement, pour moi, c'est une saison ratée. Bon, ils sont en train de penser déjà à la saison prochaine, c'est déjà pas mal. Saison ratée, Mziane, pour l'USM Alger? Oui et non. Oui, dans le sens où
ils avaient tous les moyens, en tous les cas, de faire partie du lot des équipes de tête. En tous les cas, animer le championnat et être un prétendant sérieux, tout autant que le CSC, le CRB, le Mouloudia. Il y avait 4 ou 5 équipes qui avaient à peu près, disons, de bons effectifs qui auraient pu, en tous les cas, animer un peu plus que ça le championnat local. L'USMA a failli, à cause de tous les changements, perturbations qu'il a connues depuis le départ de Benchira. Il n'y a pas eu véritablement de stabilité. Un peu avec l'entraîneur actuel à un certain moment où il avait des résultats assez quand même encourageants. Mais ça repartait très vite après vers le bas et malheureusement l'USMA, moi je suppose que je rejoins l'avis de Abdelnour. Je crois que l'USMA est passé à côté de sa saison. La preuve, la défaite face à l'US Benaknoun, Djelalit aussi. Oui, ce qui anéantit un petit peu la chance de cette équipe de se classer parmi les 3 premières. Surtout, je dirais, cette équipe devait de faire mieux que la saison précédente. Détenteur de la Coupe de la CAF, détenteur de la Super Coupe africaine. Donc en championnat, on pensait que cette équipe allait faire cavalier seul. Dommage pour cette équipe, surtout après l'élimination en Coupe de la CAF, élimination en Coupe d'Algérie, c'était la cassure. Le paradoxe justement, et la question est tout le monde, le paradoxe justement, c'est que cette saison, probablement, la compétition africaine va concerner les 4 premiers. Pour la simple raison que le premier et le deuxième, probablement, le CR Belouizdad, s'ils sont deuxième, ils animent la finale de la Coupe d'Algérie. Donc ils choisiront fatalement la Champions League. Donc la 3e et les 4e places peuvent être qualificatifs pour une compétition africaine. Donc c'est dommage qu'on rate comme ça en fin de saison ces sorties. Pour cette équipe d'USMA, le seul objectif qui restait, c'était peut-être d'aller titiller le Mouloudia et se classer 2e. Donc par rapport à ce qu'ils sont en train de subir, défaite après défaite, je pense que même la 2e place, elle est hypothéquée. C'est dommage pour cette belle équipe de l'USMA qui nous a donné beaucoup de bonheur la saison passée avec son double trophée, j'allais dire, la Coupe de la CAF et la Super Coupe. On passe à la rubrique suivante, Team DZ. Comme on le disait dans les titres, l'équipe nationale est à pied d'œuvre à Sidi Moussa en stage depuis le 1er juin pour préparer les 2 confrontations de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le premier match se déroulera ce jeudi à Nelson Mandela, au stade Nelson Mandela de Berraki, face à la Guinée, la solide équipe guinéenne. Un véritable test pour Vladimir Petkovic et ses poulains. Avant de discuter de tout ça avec nos consultants, on va voir ce sujet sur les enjeux de ces 2 confrontations, sujet préparé par Riyad Belkhadim. Notre équipe nationale de football s'apprête à aborder un virage important, mais pas décisif, dans sa course pour la qualification à la Coupe du Monde. L'Algérie occupe la tête du classement avec 6 points à 3 longueurs d'avance du Botswana, de la Guinée, de l'Ouganda et le Mozambique, qui comptent tous 3 points chacun. La Somalie ferme la marche avec 0 points. Même si 2 victoires jeudi puis mardi prochain face à la Guinée puis l'Ouganda ne seront pas suffisants pour prendre l'écart considérable et suffisant à une qualification, prendre encore plus d'écart sur ses adversaires donnera très certainement aux coéquipiers de Smaïl Benassar un avantage considérable dans leur quête pour le Mondial 2026. Second enjeu, c'est la réussite du véritable examen d'entrée pour le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic, qui va jouer son premier match officiel à Berraki et il devra faire sa première sortie juste après en terre africaine. Le Suisse sait qu'il devra convaincre par le jeu et par le résultat, car l'enjeu et l'attente des supporters sont grands. L'équipe algérienne a entamé au centre technique de Sidi Moussa son stage de préparation en prévision de ces 2 rencontres, face à la Guinée à Berraki, puis à Kampala en Ouganda, pour le compte des éliminatoires dans leur groupe, le groupe G de la Coupe du Monde FIFA 2026.
Réussir un sans faute donnerait une légitimité technique au coach suisse qui lui permettra de poursuivre sa mission dans ces éliminatoires qui restent encore longs jusqu'à la fin de l'année 2025. De son côté, le Sili national a entamé lundi dernier un stage de préparation à l'étranger en vue des rendez-vous face à l'Algérie et au Mozambique. Le groupe des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur guinéen Kaba Diawara a été au grand complet hier à l'arrivée de Moriba Kourouma, Amadou Diawara, Mori Konaté, Ousmane Kamara, Julien Janvier et Dembo Silla. En revanche, l'attaquant Ousmane Kamara du FC Astana reste incertain pour les 2 prochaines confrontations du Sili national. Une équipe à ne surtout pas négliger, elle sera le principal adversaire des Verts. Le premier round débutera dès jeudi au stade Mandela et là, la victoire est impérative. Voilà, c'était un sujet préparé par Riyad Belkhadim. Je commencerai par vous, Mziane Iril. Envoyant le groupe de l'équipe nationale, vous êtes d'accord avec Riyad Belkhadim que l'adversaire dans ce groupe de l'équipe nationale est la Sili nationale? Oui, compte tenu en tous les cas des possibilités de chaque formation, je crois que la Guinée, effectivement, reste l'équipe la plus solide après ce que je considère que l'Algérie étant légèrement au-dessus, mais avec toutes ses capacités et possibilités. L'Algérie ne peut être au-dessus que si véritablement elle retrouve son jeu, elle retrouve le plaisir de jouer, la volonté aussi de faire des résultats, et puis de tisser une nouvelle confiance entre l'équipe, le sélectionneur et le public. Donc ce match-là est important pour véritablement amorcer un départ positif, un départ qui va en tous les cas entourer l'équipe nationale d'un certain nombre de certitudes et de la faire avancer dans un climat de confiance et dans un climat de sécurité. Riyad Belkhadim a dit Abdelnour, match important mais pas décisif. Peut-être qu'on est d'accord avec lui qu'il est très très important, du moins sur le plan mental. D'abord, c'est la première rencontre de Petkovic, première rencontre officielle de Petkovic pour Edin, et de 2, c'est réellement notre véritable adversaire au vu des composantes des autres sélections. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le Mozambique. Le Mozambique n'est pas une équipe qui est tout à fait... Mozambique qu'on a battu oui, au Mozambique. Oui, d'accord. Mais les gens sont en train de travailler. C'est vrai que l'adversaire direct, c'est la Guinée. Belkhadim m'a dit il faut gagner impérativement. Je dis qu'il ne faut pas perdre, de toute façon. Ça c'est certain. Maintenant, il y a une nouvelle donne, il y a un nouveau sélectionneur qui va découvrir l'Afrique, qui va découvrir le football africain. On reviendra sur ce passage, oui. Donc, il est très important. Il y a un effectif qui a été choisi pour ces 2 matchs. Il est très important de répondre positivement. D'abord en jouant ces 2 matchs. L'idéal, bien entendu, puisqu'on a déjà 6 points sur 2 matchs, l'idéal, c'est de faire carton plein sur les 2 matchs. Déjà en commençant par les 3 points contre la Guinée et essayer d'avoir un résultat positif en Ouganda. Ça ne va pas être chose facile, mais il ne faut pas oublier que c'est une qualification de Coupe du Monde. Donc pratiquement, il faudrait qu'on engrange le maximum de points pour pouvoir appréhender les prochains matchs. Donc ces 2 matchs-là sont très importants. Ils ne sont pas décisifs, mais ils sont très importants pour la suite des 10 matchs que nous jouons. Il nous restera 6 matchs après. Tchilali. Donc je pense, les 2 matchs sont importants et la victoire est impérative. Pourquoi? Parce que là, c'est distancer un concurrent direct qui est la Guinée. Qu'on le veuille ou non, c'est notre concurrent direct par rapport au potentiel qu'il a, par rapport aux joueurs, la qualité de ces joueurs. Donc cette équipe peut nous causer des problèmes. Donc la battre, c'est l'éloigner et surtout avoir cette confiance et s'installer à la tête de ce groupe. Ça va être très avantageux par la suite et on serait plus à l'aise parce que là, il ne faut pas oublier que l'équipe nationale, je dirais, les 2 matchs par rapport au temps, ils sont mal choisis. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition qui est en train de se faire, certes doucement et sûrement.
mais il y a des joueurs, il y a des cadres qui sont partis, il y a d'autres joueurs jeunes qui sont arrivés, donc il y a un manque d'expérience, il y a un manque de maturité, surtout en Afrique par rapport à ces joueurs, mais je pense qu'on a l'opportunité de bien gérer cette période. Et il faudra peut-être rappeler aussi que c'est le premier de chaque groupe qui est qualifié. Tout à fait. Donc, Avec le meilleur deuxième pour faire les 10. Après, c'est compliqué. C'est compliqué, Pas tout à fait. les- Tout à fait. voilà. Mais justement, Mziane, pour vous, vous connaissez un petit peu cette équipe de Guinée que gère Kaba Diawara, un entraîneur reconnu, un ancien joueur reconnu. Quelles seraient les clés pour vous pour un bon match et un bon résultat? Quelles seraient les clés de l'équipe nationale? La Guinée est toujours une équipe qui nous a posé des problèmes. Toujours des par le problèmes, passé. effectivement. Toujours. Même à votre époque, Mziane. Oui, Même oui, à votre oui, époque, oui, ça. oui, moi je me rappelle. Ils avaient une équipe qui était Vous avez Horia Konakri, Horia vous avez Konakri, Hafia. Hafia Konakri, vous avez des joueurs de talent extraordinaires. Papa Kamara, Youssef Kamara. Ils avaient des joueurs Absolument, absolument. Ils avaient de très très bons joueurs et ils continuent à en produire autant. Donc ils ont une bonne équipe, ils ont un bon groupe, en tous les cas solidaire. Ce qu'on a vu, c'est que c'est une équipe qui défend très bien. Physiquement, ils sont assez bien sur le terrain, ils finissent très bien leur match. Et puis ils se regroupent très vite. En transition, ils travaillent très rapidement vers l'attaque. Ils ont un attaquant de pointe qui va très vite et qui est efficace devant le but. Donc il faut qu'on fasse très attention. On a affaire véritablement à un adversaire assez sérieux et solide. Donc il faut le prendre d'une façon intelligente et il faudra véritablement avoir un plan pour ce match assez précis. Tu voulais dire quelque chose, Abdelmar? Non, pour compléter ce que vient de dire, ça c'est pas une équipe facile. Il ne faut pas oublier également que la Guinée, la majorité de ses joueurs jouent en Europe. Ah oui, Même de nous, bien c'est sûr, dans nous. des grands clubs également. Hein. Ah, la majorité, moi je dirais c'est pratiquement 99,99%. Hein, c'est- Donc, c'est sûr, c'est une équipe qui est déjà rodée. Donc, nous, la différence, c'est qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a une nouvelle donne, une nouvelle vision de jeu. Eh ben, j'espère que cette vision, actuellement, Petrovic est en train de travailler. Bon, vous savez, on n'a pas tellement le temps de travailler en 4-5 jours. Hein. Donc, c'est essayer de mettre en place une stratégie qui sera payante. Mais ce qui est le plus important, c'est que pendant 90 minutes, il va falloir se battre. Et c'est ça. Donc, la différence se fera où? Ce sera d'abord, on connaît très bien le football africain pour être un football très physique. Et non seulement cette équipe est très physique, mais au niveau de l'organisation, c'est une équipe qui est très bien organisée et qui comme a dit Mziane, qui se lance très vite devant et qui a des attaquants qui sont très adroits. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer ce cap-là. Au moins sur le plan moral, ça sera très important Absolument, c'est avant très, le très déplacement en important. Ouganda. C'est très, très important. Oui, Gilles. Sur le plan individuel, technique individuelle, ils sont excellents. Ils sont aussi une tactique, ils sont rodés et huilés sur le plan de la transition offensive. Non, Des c'est ce joueurs- qu'il disait Mziane tout à l'heure. C'est Oui. des joueurs et surtout ils axent leur jeu sur l'avancante il s'appelle Guy Bassi, c'est l'avancante de Stuttgart qui a marqué 35 buts. 28 buts en 28 matchs. En 25 matchs. En 28 matchs. En 25 matchs en championnat et en 28 matchs toutes compétitions. Voilà, confondues. 28 matchs, 28 Donc, buts. et il est très dangereux à l'intérieur de la surface des Non, c'est réparation. véritablement un bon test, c'est un test sérieux pour la sélection nationale. Qui Pour me jauger le semble, niveau de notre équipe Mziane, c'est un test dans quel sens, je veux dire? dans le fait qu'aujourd'hui, notre équipe n'est pas prête à 100%. Totalement. C'est une équipe qui est en Transition. transition, elle est en train de changer petit à petit, donc c'est pas une équipe qui est prête à affronter les grandes compétitions et les grands événements. Donc, ça peut marcher, comme ça peut grincer quelque part. Tout Donc à fait. c'est un match important, donc il faut le prendre très très sérieusement, et puis il faut avoir aussi l'appui du public. Il ne faut pas croire, aujourd'hui l'équipe nationale a besoin de son public, plus que peut-être Avant, absolument. à d'autres moments. Aujourd'hui c'est une équipe qui se refait, qui fait sa mue. qui repart dans une compétition importante pour nous les Algériens. La Coupe du Monde,
c'est un rêve pour tout le monde. Donc j'espère en tous les cas que ce début puisse être marqué par une présence et par véritablement un match sérieux et qui augurera en tous les cas de bonnes prédispositions pour l'avenir de l'équipe nationale. Et c'est ce qu'on souhaite pour notre équipe nationale. Au début de ce stage, le sélectionneur national Vladimir Petković a animé une conférence de presse. On ne reviendra pas sur tous les points. On a discuté, il y a eu beaucoup à dire sur le choix des joueurs, sur les sélectionnés, les retenus, les non retenus. On a vu tout ça, on en a tellement parlé. On va choisir certains autres volets. Par exemple, le volet où c'est sa première expérience en Afrique. On va écouter Vladimir Petković parler de ça. Moi, j'ai la chance d'être un coach qui met toutes ses ressources sur son équipe, la propre équipe. Et j'ai la chance aussi que dans le staff, on connaît, et il y a des gens qui connaissent l'Afrique et le foot africain, donc on est tranquille, on peut y aller sans problème vers le match du Ouganda. C'est pour ça aussi que j'ai convoqué des joueurs qui connaissent la réalité de ces matchs au niveau de l'Afrique. Et comme j'ai déjà dit, moi, pour l'instant, j'arrive qu'au premier jour d'entraînement ou à la limite au premier match contre la Guinée. Voilà, et c'est sa première expérience, il ne l'a jamais fait, mais heureusement pour lui, on reviendra aussi sur le sujet que son staff, d'une manière générale, connaît un petit peu l'Afrique. Il a parlé aussi de son adjoint Nabil Nriz, qui connaît l'Afrique. Nabil Nriz, qui a déjà pris ce poste d'adjoint en sélection nationale. On écoute ce que dit Petković à propos de Nriz et de son staff. C'est pour ça que j'ai pensé de bâtir un staff qui soit compatible, qui soit un staff de qualité, et dont clairement Nabil fait partie. C'est pas que Nabil Nriz qui est dans le staff, il y a d'autres personnes, les entraîneurs des gardiens, l'adjoint préparateur physique, donc c'est tous des personnes qui connaissent le foot d'Afrique, qui connaissent les difficultés, ils sont dans ce staff pour cette raison. Et il n'y a rien qui est laissé comme ça au choix. On a déjà envoyé quelqu'un au Ouganda pour prendre connaissance de toutes les situations qu'on aurait pu rencontrer pendant le deuxième match. Donc, il n'y a rien qui est fait par hasard. Nous, on est là et le coach l'a démontré en disant qu'on a envoyé quelqu'un au Ouganda pour ça. Un avantage ou un inconvénient, c'est une arme à double tranchant. Il ne connaît pas l'Afrique, mais son staff connaît l'Afrique. Enfin, j'espère que lui fera partie des sélectionneurs qui vont écouter un peu leur adjoint, hein, parce que, bien sûr, dans le staff, il y a Nabil, qui est un garçon qui connaît très bien l'Afrique et qui a aussi une certaine connaissance, maturité dans la gestion d'une sélection ou d'une équipe. Donc, il peut très bien, en tous les cas, lui, apporter l'assistance nécessaire pour mieux comprendre. Et il y a des choses en Afrique qu'on On découvre dans le tas comme ça. On découvre pas les choses il faut les vivre d'abord pour on a beau raconter, s'imprégner de la réalité. On a beau les raconter, il faut les vivre. Hein. Mais je crois que déjà avoir à ses côtés un coach comme Nriz est extrêmement important, rassurant. Tout à fait. Abdelnour, vous tiquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il a certains cadres qui connaissent l'Afrique. Berdad Bounjah connaît l'Afrique. Bilal Brahimi connaît l'Afrique. Ben Nassar connaît l'Afrique. Beaucoup de joueurs connaissent l'Afrique. Moi, je voulais revenir à ça. Le staff, qui connaissent l'Afrique ou pas, le plus important, ce sont les joueurs. Oui, non, vous savez, quand on a des joueurs... C'est important. Le staff, c'est sûr que c'est important. Ouais. Le staff est là, c'est pour donner une organisation de jeu, pour donner une stratégie. Mais quand on a affaire à des joueurs qui sont expérimentés, qui ont déjà l'expérience de l'Afrique, c'est un plus. C'est clair. C'est un plus. C'est vrai que l'ossature d'équipe est composée de la majorité de joueurs qui ont déjà participé à beaucoup de matchs en Afrique, bien que ces dernières années, on n'a pas été performants, que ce soit la dernière Coupe du Monde ou la dernière Coupe d'Afrique. Les deux dernières Coupes d'Afrique. En parlant surtout de la dernière. Donc, il y a tout intérêt à ce que ces joueurs puissent enfin redonner un peu. Vous savez, tous les Algériens sont à l'attente. Hein. Ils sont là, ils vont se dire, bon, comment va réagir cette équipe avec un nouveau staff. J'espère, je le souhaite du fond du cœur, que ça sera rentable
pour la majorité des joueurs qui vont participer à ces matchs et donner le maximum qu'ils peuvent faire sur le terrain. Rapidement, Gilles, aller sur ce sujet pour passer à autre chose. C'est dans l'optique de Abdelnour, c'est que même s'il n'a pas encore sillonné l'Afrique, il ne connaît pas l'Afrique, mais je dirais que certes son staff connaît l'Afrique, mais le plus important c'est les joueurs. Est-ce qu'ils ont cette expérience africaine? Est-ce que les joueurs ont déjà évolué en Afrique? Ils connaissent l'environnement africain? C'est ça le plus important. Oui, mais c'est important, c'est égal, Gilles Ali. Pour mettre en place ces variantes, pour mettre en place sa configuration. Celui qui met en place les variantes, c'est un membre du staff. Donc c'est aussi important d'un côté comme d'un autre. C'est-à-dire, même le staff, quand il y a des personnes dans le staff qui connaissent l'Afrique, c'est important parce qu'il mettra les joueurs dans ses dispositions. Voilà. L'intérêt d'avoir un staff qui connaît déjà l'environnement, l'atmosphère africaine, etc., c'est pas pour raconter que le matin il fait chaud. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est pour le choix du joueur. Tout à fait. Quels sont les joueurs qui sont aptes à être présents dans un match en terre africaine ou jouer contre une équipe africaine? Une parenthèse, Mzienne, vous avez sillonné l'Afrique, vous avez eu à faire des choix que peut-être le commun des mortels, le simple supporter ne comprend pas, alors que c'est des données que vous avez en tant qu'entraîneur en chef. J'ai Djilali qui est bon, j'ai Abdelnour Kawa qui est bon, Abdelnour Kawa qui est meilleur, mais dans ce match, je mets Djilali. C'est un exemple que je donne comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr, après, on choisit son équipe en fonction de la valeur de chaque joueur, et puis en fonction de la complémentarité des joueurs, mais aussi parfois en fonction de l'adversaire. Tout à fait. Quand on a affaire à un adversaire un peu particulier, on répond de façon particulière à cette particularité, si j'ose dire. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est exactement ça. Il a parlé aussi, Vladimir Petkovic, dans sa conférence de presse, il a parlé de la liste de la Guinée. On l'écoute et on reviendra au débat. Comme j'ai déjà dit, vers les équipes avec lesquelles on va jouer, on doit tout le temps donner du respect maximum à 100%. Surtout avec l'équipe qui est dans cette situation la plus accréditée pour être l'adversaire numéro 1 dans ce groupe pour la qualification des champions du monde. Et c'est bien clair que sur le plan de l'organisation, de la gestion du match contre une équipe contre la Guinée, là, on doit vraiment avoir des améliorations parce que c'est une équipe qui fait une équipe très soudée, une équipe qui a une très bonne organisation et là vraiment on doit travailler sur ce point. C'est bien clair, c'est une équipe qu'on connaît bien, c'est une équipe qui joue très bien la transition de la phase défensif-offensif, mais ils sont aussi très bons dans le box avec des joueurs qui ont l'expérience, qui jouent en Allemagne, qui jouent dans d'autres championnats importants et en France aussi. Et là, c'est essentiel pour nous qu'on fasse vraiment un travail défensif très, très, très soudé avec une grande organisation. La meilleure des solutions, c'est de dominer le jeu et d'éviter à tout prix de faire des erreurs. Voilà, il a rejoint ce que disent nos consultants sur le plateau. C'est une équipe, c'est l'adversaire, sans diminuer de la valeur des autres équipes, mais c'est l'adversaire et c'est très important, il faut faire attention. Il a rejoint ce que disait Gilles Itouzé tout à l'heure, très fort dans la transition. Oui, on l'a déjà cité. Surtout, il ne faut pas oublier que nous, on a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que nous aussi, on sait jouer dans la transition offensive. Mais défensivement, on a des imperfections et surtout, l'adversaire va jouer sur nos points faibles. Donc, il faudra qu'il y ait cette dynamique collective sur le plan défensif pour permettre pour fermer les espaces aussi et pour ne pas priver les attaquants de la Guinée de ballon. Mzienne, on dirait que le coach, on dirait pas, c'est clair, le coach est un petit peu fébrile sur le plan défensif, dans sa tête sur le plan défensif. Il l'a dit, il l'a répété, il faut qu'on fasse très attention. Je vous parle en tant que coach et je vous parle en tant que défenseur. Expliquez-moi, oui. Bon, moi j'aime bien l'expression de Djilali quand il dit dynamique défensive collective. C'est défendre, c'est vrai que il y a des particularités. Un défenseur doit avoir des techniques défensives. Son positionnement,
Son sa placement. posture, le sens Anticipation. d'anticipation. Là, c'est le comment coach ou c'est gêner un l'entraîneur qui parle? adversaire. Là, Pardon, c'est les le deux, coach là. ou c'est le Là, c'est les défenseur deux. qui parle? C'est les Bon, deux. les deux. C'est les deux, allez, c'est Voilà. une combinaison entre les deux. Mais la dynamique défensive, comme dit Djilali, c'est que tout le monde Doit est s'imprégner. impliqué dans l'animation défensive. l'animation défensive. C'est-à-dire que parfois, occuper une zone, même sans véritablement faire d'efforts pour récupérer une balle, juste s'occuper d'être dans une zone est un acte défensif. La présence. La présence physique. Absolument. Parce qu'elle empêche la transmission du ballon dans un espace donné. Très réduit. Donc il faudra que... C'est pour ça que tous les joueurs sont concernés par l'aspect défensif dans une équipe. Souvent, on parle que des défenseurs quand il s'agit de la défense, mais non, l'aspect défensif, c'est d'abord... il concerne tous les joueurs. C'est comme offensivement aussi. Les premiers ballons partent de la défense. Tout à fait. Donc voilà. Mais si on a de bons finisseurs, on finit souvent nos actions. Dans le cas contraire, on a des problèmes. Non, c'est juste pour compléter un peu ce qu'il dit, vous savez, quand on parle de système défensif, on l'a vu chez nous, on a vu pendant les années où on était vraiment bien soudés, en Coupe d'Afrique en 2019, on a vu des Bounedjah, des Mahrez, des Bellaili venir récupérer des balles dans les 6 mètres. Hein. Oui, Donc, oui. C'est un peu tout ça, donc c'est travailler en bloc, et on faisait très bien la transition défensive, et dès qu'on récupérait le ballon, on sortait très vite. Et c'était une des qualités de notre équipe. En regardant le match d'hier, par exemple. Ah non, ça c'est autre chose. Non, en regardant le match, par exemple, en regardant les grands matchs européens entre clubs. Aujourd'hui, tous les clubs défendent dans leurs 25 mètres. Oui. Absolument. À 25 mètres du but. Tout le monde, il y a 11 joueurs qui sont là et qui défendent. Donc aujourd'hui, tout le monde est impliqué dans la séquence défensive. Et la différence se fait où? Après, la différence, elle se fait quand on récupère le ballon, les qualités individuelles des attaquants. On a vu des attaquants qui sont capables de passer 2-3 défenseurs, même s'il y a un regroupement défensif. D'où l'importance que tout le monde participe. J'ai très Une vite. seconde, très vite. Les 2 derniers matchs du mois de mars nous ont démontré nos lacunes sur le plan défensif. Oui, la fébrilité, c'est ce que je disais. Le placement, l'anticipation et aussi la mésentente entre les deux axiaux. Donc dans le placement et surtout dans l'anticipation. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Là, il J'ai faudra dit que- travailler dessus. Et vous serez Et tous ça date d'accord. depuis longtemps. Tout à fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. ouais. C'est un chantier, mais qui dure depuis assez Absolument. longtemps quand même. Il faudrait que ça se règle un jour ou l'autre. Voilà, on a fait le tour à propos de l'équipe nationale, souhaitant bonne chance à nos capés. Tout à fait. Pour ce premier match d'abord, et puis pour les 2 matchs, de toute façon, gagner les 2 matchs, c'est très important, et c'est mettre un pied pratiquement au Mondial 2026. On passe à la Ligue 1 après le jingle. La Ligue 1 qui a observé le repos pour permettre les mises à jour. Cette fois-ci, c'était l'US Ben Aknoun qui recevait l'USM Alger dans un match très important au stade du 20 août. Très important, on le pensait, pour les 2 équipes. Apparemment, il l'était plus pour Ben Aknoun que pour l'USM Alger. On va voir ce résumé de Sid Ahmed Bouraïb et on parlera de ce match juste après. Dans un match entre 2 clubs aux objectifs diamétralement opposés, c'est l'US Ben Aknoun qui aura le dernier mot. Les visiteurs ouvrent le score à la 33e minute par Hadji après un très bon centre de Ali Haroun. أول أهداف المباراة لمصلحة فريق نجم بن عكنون عن طريق الحاجي عبد العالي توزيعة علي هارون ورأسية حاجي عبد العالي. Ce même Hadji a failli doubler la mise, mais sa tentative touche le poteau. حاجي واش ضيع مش ممكن مش معقول. Les Usbistes répondent par Ateba, mais sans succès. ناحية كانوا يلعبوا مع أتيبا يصلح يلعب ناحية نعماني يراوغ نعماني. En seconde période, les locaux tentent leur chance sur coup de pied arrêté, mais toujours sans trouver la faille.
En fin de match et suite à une mésentente entre Ben Bout et Alilat, Haroun inscrit le deuxième but pour son équipe. Une précieuse victoire pour le SBA qui se trouve désormais à 3 points du premier non relégable. Voilà, victoire de l'US Ben Aknoun face à l'USM Alger, 2-0. Victoire un petit peu surprise au vu du classement des deux équipes. Sauf que la motivation était du côté de l'US Ben Aknoun. Mzian Iril, très rapidement, l'US Ben Aknoun revient à 3 points du Mouloudia d'Oran. C'est que c'est pas fini la lutte pour le maintien. Ah oui, la lutte continue, comme on dit en Afrique. En Guinée. Oui, que la lutte continue. Donc voilà, le Ben Aknoun a toutes ses chances aussi de revenir un peu dans la course pour le maintien. Quand on sait que le Mouloudia d'Oran part à Constantine la semaine prochaine, tout à fait. Le CS Constantine joue la deuxième place. Et Ben Aknoun reçoit 2 fois de suite. Voilà. Mais des équipes aussi menacées. Tout à fait. Donc ça va se jouer plus entre Ben Aknoun et le c'est 4-5 clubs. Hein. Il y a un troisième club qui rentrait un petit peu Biskra n'est pas sorti d'affaire non plus. Qui rentrait un peu dans cette affaire-là. Donc on va avoir une fin de saison extrêmement palpitante pour la course au maintien. Voilà, et pour la deuxième place également. Hein. Oui, pour la deuxième place également, notamment entre le CS Constantine et le Shabab Riyadi de Ben Louizded. Personne ne va rien lâcher. Ça ira, moi je pense, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ira jusqu'à la dernière journée d'Idel. Oui, je le pense aussi. Bon, pour ce qui est du match de Ben Aknoun, l'USMA, la victoire elle est méritée par rapport au contenu du jeu. L'équipe la plus volontaire, la plus déterminée, et surtout que cette équipe de l'USMA passe par une mauvaise période, donc Ben Aknoun a profité et je pense qu'il mérite amplement la victoire. Voilà, wait and see pour cette fin de saison pour les relégués, aussi comme on le disait tout à l'heure, pour la deuxième place qualificative en Champions League africaine. Voilà, c'est réglé pour la Ligue 1. On passe à la Ligue 2, à la dernière journée de Ligue 2 après le jingle. Voilà, donc ça s'est dégoupillé depuis déjà une semaine, 15 jours pour l'US Mostaganem. Donc c'est réglé pour l'accession. L'Olympique d'Akbou à l'est, au centre-est, et l'US Mostaganem centre-ouest. Maintenant, c'est la dernière journée qui a départagé les équipes qui jouaient leur maintien. On va voir ce sujet préparé par Linda Tebboul et on reviendra au plateau pour le débat. La dernière journée de la Ligue 2 a vu le Wydad Boufarik et la AS Ain Melilla être relégués, rejoignant ainsi Sol Roslan, le MC Alma, la JS Guerabadla et l'Olympique Médéa dont le sort était déjà décidé depuis quelques semaines. C'est un moment crucial pour ces équipes qui devront se préparer pour rebondir la saison prochaine. Dans le groupe Centre-Ouest, un soulagement pour l'Azmo qui a réussi à se maintenir en Ligue 2 en remportant une victoire contre le Wydad Boufarik. Le MCB Wetzli, le SC Meshria, le Nasr Hosindai et le RC Arba ont pu éviter la relégation en s'imposant devant l'Olympique Médéa, le SCAF Khmis Meliana, la JS Guerabadla et le RC Kouba. L'Espérance de Mostaganem, le champion du groupe Centre-Ouest, termine la saison en beauté avec une victoire en dominant le GS Mascara pour finir avec 75 points. Dans la poule centre-est, la bataille pour le maintien s'est achevée par la relégation de l'AS Ain Melilla malgré sa victoire en déplacement à Constantine. Sous la menace de la relégation, le HB Roumlaïd s'est imposé devant le CAB, tout comme l'Olympique Magran qui a battu l'AS Khouroup. De son côté, l'USM Annaba s'est imposé sur un score fleuve de 5-1 et assuré le maintien après une saison difficile. Enfin, le nouveau promu en Ligue 1, l'Olympique Akbo, a clôturé la saison par la plus belle des manières en dominant Khmis Khechna sur le score de 3-1. Mzianeri, des géants sauvés in extremis. L'USM Annaba, l'USM Al-Harrach, l'Azmo à l'ouest. C'est quand même... Oui, non, bon, le Ned c'est un petit peu éloigné, mais je parle de ceux qui sont carrément très très proches de la zone rouge. Les grandes écoles sont en danger, Mzien.
Eh bien oui, écoute, on en a déjà parlé. Plusieurs fois, oui. Des raisons qui font que les équipes qui auparavant étaient représentaient un peu des équipes qui fournissaient beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs de qualité qu'on retrouvait un peu partout dans le championnat local. Et puis aujourd'hui, faute de moyens, faute aussi d'aide et d'assistance, ces clubs malheureusement sont désertés par tout le monde. Et on retrouve au niveau de la direction des gens qui font ce qu'ils peuvent, mais qui ne peuvent pas grand-chose non plus. Donc voilà. J'aime bien ça, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui ne peuvent pas grand-chose. Mais c'est vrai. Voilà. Mais j'aime bien la phrase. Et puis c'est normal, les bons joueurs partent ailleurs pour, bien sûr, vivre leur vie, vivre aussi leurs sensations et leurs émotions et ce qu'ils ont, leur passion aussi du football. Ils ont les qualités d'aller d'autres clubs. Donc, à chaque fois, ces clubs-là se retrouvent toujours avec moins de possibilités, moins de capacités, y compris techniques, parce que tout le monde déserte. Au niveau des jeunes, les bons entraîneurs partent ailleurs. Les jeunes aussi vont chercher refuge dans d'autres clubs. Et puis voilà, c'est des clubs qui sont désertés par tout le monde et qui n'ont que leur histoire et leur nom pour prouver que ils sont là, voilà. Mais la bizarrerie dans tout ça, j'appellerais ça bizarrerie, peut-être que c'est pas le mot, mais c'est que même c'est un scénario qui se répète chaque saison. Ça se répète chaque saison. Je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre ou pas, je ne sais pas. Même les découvertes de cette année, les jeunes découvertes de cette année, ils iront monnayer leur talent ailleurs et ils feront le bonheur d'autres clubs et l'histoire se répète éternellement. C'est quand même dramatique à Abdelnour pour ces clubs. En regardant un peu le classement des deux divisions, on retrouve trois clubs qui étaient... Surtout Aïmlila, qui est resté des années, 20 ans, 25 ans en division 1, qui se retrouve aujourd'hui en D3. Il y a l'Alma également, qui avait à un moment donné joué la Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. La Coupe d'Afrique, qui était un des fleurons à un moment donné du football national, qui se retrouve également. Et puis l'OMBDA. Donc, l'OMBDA qui est relégué à Abdelnour depuis pratiquement 2 mois. Mais c'est un club qui a fait quand même 4 ou 5 bonnes saisons. Excellentes au niveau de la division 1. Donc il y a une déperdition d'abord des clubs. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, Sauvé une extrémiste, il y a le NED, l'Harrach, l'Azmo, le MOC, Annaba. Oui. C'est malheureux. Bon, maintenant, le football est ainsi fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont asphyxiés financièrement, qui n'arrivent pas, même des clubs de D1. Hein. Oui, bien sûr. Au niveau de D2, ça doit être également aussi catastrophique, sinon pire. Et là, maintenant, c'est des clubs qui essayent de vivre un temps soit peu pour essayer de se maintenir. Et puis on est en train de voir l'accession de Mostaganem et l'accession d'Akbou. Ce sont des équipes qui sont très bien structurées, qui ont tout ce qu'il faut. Et ils le font. Akbou, c'est assez exceptionnel. Hein. Ils ont fait des montées sur 5 ans. 5 fois de suite, oui. Ils se retrouvent voilà. Mais Mostaganem, ça fait quand même 3 ou 4 saisons qui préparent cette accession et ils ont mis les moyens. Donc c'est des équipes qui méritent. Contrairement à d'autres équipes, Mziane connaît très bien Ned. Non, mais Mziane, il a fait le diagnostic du NED. Très clair. Il a même donné le traitement, si possible. Le NED est un exemple parmi d'autres. Oui, bien sûr. Quand on voit. Mais non, je vais vous dire mieux, Abdelnour. Vous savez que la GSMS a très peu de chances de survivre en D3. Oui. En D3. Malheureusement. Un fleuron comme la GSMS. En tous les cas, ce qui est bon de dire est le football amateur, véritablement aujourd'hui, il est délaissé. Absolument. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Gros chantier. Il y a des équipes de première division, des équipes de l'élite qui aujourd'hui, on est en train de les organiser de telle façon à leur permettre de fonctionner comme de véritables clubs professionnels. Ça prendra du temps. Mais ce qui se fait, c'est déjà une très bonne chose. On en est à 8 ou 9, on sera à 10 et prochainement peut-être un peu plus, où les équipes de l'élite seront bien prises en charge.
Mais il faudra aussi penser au football amateur, parce que c'est cela même, Véritable réservoir. Tout le à fait. véritable réservoir du Absolument. football. Non, ils Le sont football amateur, il faut qu'aussi on pense à la meilleure façon de l'assister. Pas de lui donner les moyens tels que Jean le croit, il faut payer Oh, les bien gens. sûr, il faut bien donner... sûr, bien sûr. Non, pas de cette façon. C'est un accompagnement. Accompagner ces clubs-là, leur permettre en tous les cas de pouvoir pratiquer le football dans des conditions convenables. Djilali. Je dirais que c'est l'éternel problème qui devient récurrent à chaque année. Donc, à chaque année, il y a un club qui a fait les beaux jours, je dirais en Ligue 1, qui se retrouve dans les divisions inférieures. Et cette année, ce sera le Ain Mlila et le Wab Boufarik, le Mdia, et aussi l'Elma. Donc, c'est des équipes qui, je dirais qu'à force, peut-être avec le temps, ils vont carrément disparaître. Tout à fait, mais ce qu'on leur souhaite, c'est un retour rapide, prendre les leçons, un retour rapide parmi l'élite en D2 et parmi la super élite. Enfin, c'est ce qu'on souhaite à toutes ces équipes formatrices. Résultats et classement de Ligue 2 en musique. Voilà, c'était les résultats et les classements après la dernière journée de Ligue 2 pour les groupes Centre-Est et Centre-Ouest. On passe à notre dernière rubrique, gros plan, après le jingle. Et le gros plan de cette semaine nous emmène en Détroit, plus précisément à Jijel, où la GS Jijel vient de fêter son accession. Une accession qui a été déjà actée depuis la 26e journée. Mais cette semaine, en recevant le MB Berika, la GS Jijel a fêté son accession. On va voir les images, la cérémonie de remise du trophée au stade Hussein Rouibeh de Jijel. Alors, celui qui est en maillot, c'est le...
ça a été vécu d'une manière extraordinaire. Je rappelle que nous avons réalisé un reportage sur l'histoire de la GSD, une similitude entre l'année 72, la fameuse accession de la GSD, et cette année-là où on sentait que c'était exactement la même chose. On va encore voir l'ambiance des supporters de la GSD. Hanan. Voilà, malgré la belle ambiance, malgré la fête et tout, les supporters de la GS Djidjel n'ont pas oublié nos frères de Gaza et nos frères palestiniens, toujours là pour les soutenir et pour rappeler que la cause palestinienne est une cause prioritaire pour l'Algérie. Avant de donner le mot à nos consultants, on écoutera la déclaration de l'entraîneur et des joueurs de la GSD après la remise des trophées. على هدف واحد هو اننا نعيشوا هذه الفرحه ونخلوا هذا الجمهور وكل سكان ولايه جيجل يعيشوا هذه الفرحه. يعني دخلنا البطوله بكل قوه الحمد لله لحد الان الفريق راه يدير فيها باركور اكسبسيونيل سون ديفات وبور لانستون والى راه ماتش. احنا الهدف الاساسي هو اننا اسعدنا الجمهور اللي يستحق انه يعيش الفرحه لانه حتى هو نظن واحد من اسباب نجاح هذا الموسم. اليوم كانت شويه يعني كنا لازم نفرحوا هذا الناس والحمد لله يا ربي تعبنا ما راحش باطل. ما يخليكمش من قوت حنا نتعبوا جينا الفريق اللي ماشي سهل باش تلعب فيه تحب ولا تكره. الناس 40 سنه ما طلعتش والحمد لله يا ربي. نشكر صحابي كامل ستاف تكنيك ستاف ميديكال نشكر العائله متحسن. رانا في اجواء فرحه يعني اجواء ما شاء الله اللي قاعد يقدم فيها الجمهور. هذا جمهور عريق ويستاهل كل خير والحمد لله. حنا سما حبينا نفضوا الشامبيونه هذه بدون هزيمه وفرحنا البيبليك هذا وما انهزمنا حتى ماتش في الشامبيونه هذه. وتحيه النمره وتحيه الجزائر وتحيه فلسطين في الدم ديما. عود منتظر منذ 37 سنه. راكم تشوفوا شعب كبير اللي جا هنايا. فريق شباب الجيجل يستاهل فريق في القسم الاول ماشي ما في القسم الثاني. الجمهور هذا ما لازمش يروح خايب. الحمد لله زدنا ربحنا في دانيير مينوت وحققنا وكملنا في سلسله لا هزيمه. فوالا الشعب هذا قد ما تشكروا قليل. Voilà, c'était une très très belle ambiance, Mziane. Quand on voit ce tifo, quand on voit ces supporters, ce nombre de supporters, on a des difficultés à penser que c'est de la Détroit. Bah, écoutez, le football, il a cette magie en tous les cas de quand on regarde des gens qui sont contents après avoir contribué à une accession, participer à une accession, quand on voit toute la ferveur populaire, les gens qui sont contents dans la ville, avec les klaxons, les sorties, les youyou, enfin tout le monde est impliqué dans cette ville. À Djidjel, tout le monde s'est senti impliqué avec cette accession du club qui véritablement est l'âme de la ville de Djidjel. Moi, je connais un peu la région, j'ai beaucoup d'amis qui s'occupent un peu de foot, etc. Mais c'est des passionnés du football et puis bon, avec un stade comme ça, avec une population qui a une admiration pour le football, qui aime bien le football, je crois que la ville de Djidjel mérite en tous les cas de revenir dans l'animation du football national. Abdenour ? Ce n'est que justice, hein. On en a parlé depuis quelque temps. Bon, les jeunes ne connaissent pas la JSD, hein, la jeunesse d'aujourd'hui, mais il faut rappeler que la JSD a fait partie des grands clubs algériens pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on l'avait complètement oublié.
en D3, qui parle de Djidjel cette année. Bon, c'est vrai, ils ont accédé en D2. Et il me semble que ce n'est pas la première année qu'ils jouent l'accession, hein, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Donc c'est une accession tout à fait méritée. Ce n'est pas une accession qui a été improvisée, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui accèdent, mais qui ne préparent pas leur accession. Donc ils ne durent pas, ils redescendent tout de suite. Moi je pense que cette JSD est quand même assez costaud. Être en D2, c'est une très bonne chose. Et pourquoi pas dans quelques années se retrouver au plus haut niveau, au même titre que beaucoup de clubs qui sont en train de se faire également. C'est amplement mérité. Peut-être ils ont retenu la leçon des 3 dernières années. Donc cette année, ils ont démarré tambour battant. Ils ont dominé le championnat dès longtemps. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Ils ont compris les leçons des dernières années. Des dernières années, exactement. Il ne faut pas oublier que Djidjel, c'est une grande ville, des supporters passionnés, dévoués. Donc c'est amplement mérité pour cette équipe. Et il faut le signaler, le premier mérite revient bien sûr à tout le monde, mais le premier qu'il faut saluer, c'est le président Ahmed Di Khalifa Ben Gaoud qui a géré cette équipe tout seul, avec des jeunes assistants, mais il a pris le bateau dans une situation très très difficile et tout le monde le salue. On lui dit bravo. On arrive à la fin de notre émission. Ajoute-y l'entraîneur Bouziane. Oui, bien sûr. Mais j'ai dit c'est tout le monde. Oui, mais c'est tout le monde. C'est même lui. Quand on lui dit au président, il dit, grâce aussi à celui-là, mais Mziane, il faut dire que quand l'équipe est dans de bonnes conditions, surtout sur le plan financier, ça facilite le travail. Voilà, madame, monsieur, on est arrivé à la fin de ce 38e numéro. Merci à Fariel, à Mahrez, à Lies, Soul, le maestro, et puis Tahar, notre réalisateur, Saïd Bouhadjoum, et notre script, Hanan Belkhiri. Merci à mes consultants qui ont été là, qui sont toujours là pour tout décortiquer. Merci à vous, madame, monsieur. Vous retrouverez demain Mokhtar Hamani pour 52 minutes chrono. Jeudi, ça sera Riyad Belkhadim pour Week-end de sport. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. Restez sur Canal Algérie.